Il dirigea durant plus de 20 ans le quotidien El Moudjahid, considéré comme la véritable école de la presse indépendante algérienne. Un parcours historique de 30 ans qui l'a amené à former des dizaines de journalistes qui sont devenus par la suite des patrons incontournables de la presse nationale. C'est à cette occasion qu'un hommage est organisé au Salon du Livre où tous les anciens journalistes et responsables des médias sont intervenus pour vanter le mérite du doyen de la plume algérienne. J'entends des portraits de Naït Mazi, droit dans ses bottes, carré, droit. C'est vrai. Moi, je voudrais raconter, pas une anecdote, mais un fait qui fait de moi peut-être quelqu'un d'unique dans les relations avec Naït Mazi. Je crois que j'ai été le seul à manger des madeleines faites maison dans la maison de M. Naït Mazi, préparées par sa femme. Mais il faut que j'explique pourquoi, parce que tout est là. Nous étions, je crois, je crois que c'était en 69, une tournée du président Houari Boumediene dans le Titri. Il s'est produit qu'au moment où ils allaient rentrer, j'entends quelqu'un, Chab, dire voilà, on a applaudi, etc. Ils vont rentrer, ou ils font aller le lendemain, la même scène devait se reproduire à Barwadia. Avant de rentrer, je dis au maire de la ville, goûte le chauffe, essaie de faire attention à tout. À la sortie, je vais t'interviewer, mais fais attention s'il y avait des fleurs, si le président avait un cigare, si ceci. Permets-moi de faire le papier comme si j'étais dedans. Et effectivement, il m'a tout raconté, et j'ai fait un papier comme si j'étais dedans, sauf qu'à la fin, je dis, j'étais pas dedans. Ce que vous venez de lire, c'est simplement de l'information dont on nous a privés pendant un certain temps. Le journal arrive sur les lieux, Reis Boumediene a piqué une colère vis-à-vis de son principal collaborateur qui s'occupait à la fois de l'information et du reste. Et je suis convoqué, militari, un peu bousculé, pour me dire attention, toi, dès qu'on rentre, etc. Le bonhomme, je lui dis dès qu'on rentre, on ne va pas rentrer, je vais rentrer tout de suite. Elle essaye, si tu veux de moque, essaye. J'essaye pas, je prends la voiture et je rentre. Et là, je vais rentrer chez un autre ogre, Naït Mazi, il va manger. Je l'appelle, je lui dis il y a un incident, etc. Je rentre. Et je t'expliquerai en rentrant. J'arrive au journal Moudjahid, c'était un samedi, il n'y avait pas de journal, mais je trouve le chauffeur de M. Naït Mazi, je crois que c'était Ali Boularas, je ne sais pas s'il est en vrai, qui m'emmène à la maison de Naït Mazi. Très peu de gens ont pris peut-être un café avec lui par là. Moi, j'avais eu les honneurs donc, de rentrer à la maison et de trouver les madeleines qui venaient d'être préparées par Mme Naït Mazi. Mais le sens de ce que je veux dire, il est dans ce qu'il m'a dit. Là, j'ai trouvé un bonhomme que je ne connaissais pas, complètement différent. Nous étions chez lui, et assis. Il m'a d'abord calmé en me disant que c'est des choses qui peuvent arriver, que ce n'était pas important, que demain c'était un autre jour, et qu'on allait certainement survivre à une chose de ce genre. Je dis cela parce que je n'ai jamais cru aux histoires de blocs, les gens ne sont pas faits d'un seul. M. Naït Mazi a essayé de faire son travail le plus honnêtement du monde, avec parfois peut-être un peu trop de rigueur, et c'est ce que les gens relèvent. Moi, je voulais juste signaler cet aspect humain, personnel, et qui va dans le sens des libertés et des frontières de la liberté, y compris dans la place de l'époque, qui devaient être poussées de plus en plus loin, et tout le monde y a contribué, et Naït Mazi aussi. Merci pour les madeleines. L'un des journalistes qui a été formé par Naït Mazi est Ahmed Fatani, fondateur du quotidien Liberté et directeur du journal L'Expression. Il nous raconte sa première rencontre avec ce grand professionnel de la presse. Ma première rencontre, c'était clair, je me rappelle très bien, c'était le 2 mai 1969.
C'est à ce moment-là que je venais de passer le test, un examen, pour être recruté comme journaliste à El Moudjahid. C'est-à-dire qu'auparavant, j'ai passé l'examen pour accéder à l'école du journalisme de la rue Jacques-Cartier, et parallèlement, El Moudjahid avait lancé un grand concours pour recruter une dizaine de journalistes. Et alors, ça se bousculait au portillon. Il y avait plus de 350 candidats. Et bon, ça s'est déroulé sur à peu près une semaine, quoi. Et en fait, le jour où je me suis présenté devant les examinateurs, comme on dit, autour de la table, je me rappelle très bien, il y avait Nordin Etmezi, il y avait Haji El Arhamou, c'était un grand journaliste originaire de Djidjil, il est mort prématurément. Il y avait Hossein Djebran, qui était ancien rédacteur en chef de RTL. Il y avait El Houari Hadari, qui était secrétaire général, et puis Nordin Etmezi. Vous savez, devant un grand homme, parfois, on perd un peu son self-control. J'étais jeune d'abord, j'avais 22 ans. Et puis, El Moudjahid, c'était quelque chose, une antre de la Révolution, c'était un temple de la Révolution. Puis, il y avait Nordin Etmezi, son nom déjà était connu par la rue algérienne. Il dirigeait le tout-puissant El Moudjahid, l'organe de la Révolution, qu'avait dirigé à Baramdan, à Tunis. Il ne faut pas se laisser prendre. Il ne faut pas se laisser prendre à des mots qui ne veulent rien dire. Il faut savoir que dans la vie, on a une idée et il faut défendre cette idée. Et il ne faut pas croire maintenant que si les autres ils vous disent cette idée, elle n'est pas bonne, elle est dépassée, etc. Et c'est du baratin. Souvent, c'est du baratin. C'est pas toujours les choses qu'on dit dépassées. Moi, je regrette. Pour moi, l'impérialisme, il n'est pas dépassé encore. Je sais qu'il y a des gens qui me disent toujours, tu parles toujours isme, mais parce que ça existe. Pour moi, ça existe toujours. Et je le vois tous les jours. Et c'est comme ça que donc, notre rencontre s'est faite. Et j'étais recruté en tant que stagiaire. Et j'ai fait mes 2 ans de stage. Il y avait avec moi Antar Sherbel, Abdelmajid Antar Sherbel, qui vient juste de quitter le Moudjahid. Il y avait Hafid Shiban, il y avait Taïb Belriche, qui est actuellement à Al-Watan, ainsi que d'autres journalistes qui ont interrompu leur carrière, pour certains. Et sur les 10, en fait, n'ont survécu, au bout de ce délai de 2 années, que 2 ou 3 éléments, c'est tout. Voilà comment j'ai connu Nordin Etmezi. Il était imposant. Voilà. Il était imposant. Et puis, par la suite, j'ai approfondi, j'ai connu l'âme. Parce que chaque jour, je le croisais dans les couloirs de la rédaction. J'ai fait des réunions avec lui, en tant que journaliste, parce qu'il convoquait tous ces journalistes autour de la salle de réunion. Et on débattait des sujets qu'on allait couvrir à la conférence de la rédaction, par exemple, du matin. Il y avait 2 conférences. Une le matin, qui regroupait l'ensemble des rédacteurs, et une l'après-midi, qui se tenait vers le coup de 5 heures. C'était pour boucler, mais c'était avec les responsables de rubriques. Mais au fur et à mesure, je découvrais l'homme. Mais au fur et à mesure, je découvrais l'homme. L'homme et ses multiples facettes, disons, pas cachées, mais c'était une découverte. Parce qu'avec Etmezi, il fallait se mettre au diapason, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait travailler dur. C'était le premier qui arrivait le matin, à 8 heures, d'entre nous. Et c'était le dernier à fermer la porte du journal à minuit. Ah oui, il était connu. C'est un véritable bulldozer.
Netmezi s'est toujours battu pour ses idées. Et puis, c'est ça, ce qu'on appelle, les sociologues parlent de déterminisme social. Dis-moi qui tu es, dis-moi de quelle classe tu viens, et je te dirai qui tu es. Issu d'un milieu paysé, d'un milieu d'ouvriers, Netmezi ne pouvait devenir que socialiste et combattre pour une justice sociale. C'est ce qu'il a fait à la tête d'El Moudjahid. Je me souviens, très bien d'abord de cette période justement où il y a eu la création la création d'El Moudjahid, je veux dire, mais en même temps, concrètement, El Moudjahid a existé, c'est-à-dire le 22 juin, après le 19 juin, donc je me souviens bien de cette période du 19 juin, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, et c'était une période qui était très, très vivante, qui reste toujours d'ailleurs vivante dans les mémoires encore. Pour moi, c'est l'indépendance nationale et c'est la justice sociale, c'est les deux points essentiels. Si on reste dans ce cadre, pour moi, c'est ça la révolution algérienne. Indépendance nationale, souveraineté, justice sociale. Voilà. Et j'ai donc toujours veillé à ce que les gens respectent, disons, cette ligne. La ligne, c'était la ligne... c'est pas seulement parce que c'était la ligne officielle. Personnellement, j'étais toujours d'accord avec cette ligne, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas me dire maintenant que j'ai été obligé, j'ai jamais été obligé de quoi que ce soit. J'étais toujours d'accord avec la ligne. Non seulement était très attaché aux faits politiques, mais était aussi attaché à la bonne écriture du français. À ce niveau-là, c'était incalculable. Il nous disait toujours, de toute manière, je préfère une faute de français, je préfère une faute politique qu'une faute de français, parce qu'une faute de français, c'est impardonnable, les lecteurs vont le remarquer, alors qu'une faute politique, nous, on va l'arrêter avant. Respecté parce que c'est un immense personnage, talentueux, bon gestionnaire, excellent journaliste, comme je n'ai jamais vu dans ce pays, comme je n'ai jamais connu, très belle plume, d'une grande érudition, qui a l'esprit de synthèse, inouï, qui va droit au but, et qui sait s'assumer. Ah, je l'ai vu, hein, devant des ministres qui l'ont appelé pour lui dire, voilà, M. Netmezi, on aimerait faire. Il dit, non, je ne veux pas. Non, vraiment, c'était clair et net. Hein. Les ordres, il les recevait de deux sources. Ou du ministre de l'Information, qui était son supérieur hiérarchique direct, ou du président Boumediene. Une fois, j'ai eu l'occasion de le voir en tête-à-tête. Et je me souviens d'ailleurs très bien de ce qu'il m'a dit, parce que, pour que je raconte les choses de manière un peu concrètement, il y avait eu, dans le journal, il y avait eu un article qui était sorti de publicité. C'était la publicité, il y avait un article qui était sorti dans le journal, qui était de la publicité envoyée par le ministère du Tourisme, et dans lequel il était question des populations du sud de l'Algérie. Et il était question que ces populations sont des descendants des esclaves du Sud, etc. Et le président Boumediene, il m'a fait appeler par le protocole, je suis monté et il m'a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que maintenant les Algériens, c'est des esclaves ou quoi? Ou des enfants d'esclaves, ainsi de suite. Et de là, on a discuté. Ça s'est passé... vers la fin, hein, c'était 78, il était 78 ou quelque chose comme ça. Et il m'avait dit que bon, je m'occupe du parti maintenant. Il n'y avait pas encore le parti, c'est-à-dire le parti de toute manière, il n'a pas eu le temps de le faire puisque c'est après sa mort qu'il y a eu. Mais il s'occupe du parti et il m'avait dit, parce que je lui avais dit, il a exprimé les problèmes que nous avions, etc. Il m'avait dit, après le parti, je vais m'occuper de la presse, etc. Mais de toute manière, il avait dans l'idée de changer un certain nombre de choses. Hein, c'était clair.
il sentait bien que c'était une période où on arrivait maintenant il fallait changer les choses. Ce que j'ai demandé toujours aux journalistes, en dehors de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la ligne politique, de respecter la ligne politique, c'est de travailler. Et il y a une chose qui m'a choqué, qui me choque toujours encore, c'est quand j'entends des gens dire qu'on les a empêchés de travailler et d'écrire quand ils étaient à Al-Moudjahid. Ça, c'est le plus gros mensonge qui puisse exister. Moi, mon problème, ça n'a jamais été d'empêcher les gens d'écrire, ça a été au contraire de pousser des gens quelquefois à écrire un peu plus que ce qu'ils faisaient habituellement. C'est pas du tout ça. Hein. C'est-à-dire, bon, moi, c'est ça. J'avais besoin d'avoir une certaine rentabilité, parce que si il y a des journalistes qui sont très bien, qui sont même quelquefois des belles plumes, mais à côté des belles plumes, parce que le belle plume, il va vous faire un bel article une fois tous les 3-4 jours, ou ceci, cela. Mais le journal, c'est tous les jours, un quotidien, tous les jours. Alors, à côté des belles plumes, il y a les laboureurs, si je puis dire. Hein. Les gens qui doivent tous les jours travailler au secrétariat de rédaction, etc., ainsi de suite. Et c'est ça justement, que pour moi, mon souci, c'est pour ça que j'ai accordé toujours beaucoup d'importance. Je dis pas, j'ai accordé de l'importance aux belles plumes aussi, il y en avait des belles plumes au journal. Mais j'ai aussi accordé aussi beaucoup d'importance aux besogneux, si je puis dire, sans vouloir être péjoratif, mais les journalistes qui faisaient leur boulot sur les dépêches ou ceci ou cela, mais c'est une nécessité pour le journal. Le journal ne peut pas sortir sans cela. De la même manière, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aussi à l'atelier, au service technique, parce que aussi les services techniques, c'est grâce à eux aussi si le journal peut sortir. Et c'est avec eux qu'on doit travailler. Donc c'est pour ça que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à l'aspect des gens qui travaillent. J'ai toujours respecté beaucoup le travail. Et quelquefois même, disons, j'ai préféré quelqu'un qui était un travailleur assidu, etc., que quelqu'un qui était plus brillant, mais qui était moins, qui papillonnait un peu plus, etc. Était la seule entreprise de presse qui réalisait des bénéfices. Et en plus, c'était la seule entreprise de presse qui avait un plan de formation. Ah oui. Je me rappelle très bien, quand on est passé à l'Offset, vous voyez grand, il a prospecté en France, il a prospecté un peu en Italie, en Allemagne surtout, parce qu'il avait vécu là-bas pendant sa jeunesse, pendant qu'il était militant, et aussi aux États-Unis. On a acheté une grande imprimerie, une Rockwell, je me rappelle très bien, une Rockwell, c'est une révolution. C'était les Américains et les Français qui sont venus l'installer. Et la Rockwell d'El Moudjahid, c'était grâce à cette imprimerie qu'au lendemain de l'ouverture médiatique, les titres comme L'Ouatan, comme Liberté que j'ai dirigé, que j'ai créé, et comme Le Matin, comme Le Soir, enfin tous ces titres, toute cette multitude de titres. Ils ont été tirés sur les rotatives de la Rockwell que Nate Mazi avait acheté. En 90, El Moudjahid, qui était devenue entre-temps l'entreprise nationale de presse El Moudjahid, qui faisait El Moudjahid, éditait El Moudjahid et éditait Horizon aussi, éditait les deux journaux. Et cette entreprise-là, en 90, a été dissoute. Elle a été dissoute. On a séparé El Moudjahid de Horizon et en même temps, même l'imprimerie a été séparée de l'édition El Moudjahid. Et donc je me retrouvais c'est-à-dire sans fauteuil, puisque mon fauteuil avait disparu, donc je me retrouvais comme ça. Et à ce moment-là, donc on a mis fin à mes fonctions. Et je me suis retiré de la presse à ce moment-là. Nourdine, une fois qu'il a quitté le Moudjahid,
n'a pas cherché à lancer un journal. Parce que déjà à cette époque, bon, il avait 60 ans, c'était l'âge de la retraite. Et il avait capitalisé une grande expérience. Plusieurs fois, il devait déjà être nommé ambassadeur dans de grandes capitales. Parce que tous les directeurs de journaux, logiquement, dans des pays qui se respectent, finissent par soit être nommés ambassadeurs dans de grandes capitales ou ministres. Et j'en passe. Hein. Vous savez, par exemple, quand il avait créé, lui, il a commencé sa carrière à Aïcha, le journal Le Peuple, dirigé par Salah Al-Wenchi. D'accord? Et quand Salah Al-Wenchi a quitté Le Peuple, la direction du Peuple, du journal Le Peuple, en français, hein, c'était Zerdani, Abdelaziz Zerdani, qui l'a remplacé du temps de Ben Bella. Et ensuite, Zerdani a été nommé ministre. Et beaucoup ont fini directeur, à commencer par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. Et il était directeur du Chab. Il a fini président de l'Assemblée, il a fini deuxième personnage de l'État. Il y a eu d'autres journalistes. Moi, j'en connais des gens qui ont décliné la proposition à maintes reprises qui leur a été faite d'entrer au gouvernement. Parce que non, ils ont dit non, on est mieux comme journaliste. Était un grand titre sur le plan international. Il y avait en Afrique deux titres qui se distinguaient. Il y avait l'Ahram, qui était du temps de Jamal Abdel Nasser, qui était dirigé par l'illustre Mohamed Hassanin Hakel, qui est une icône de la presse arabe. Il y avait Al-Mujahid, qui avait à sa tête Nourdin Neitmazi. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait des reprises qui étaient faites sur la base des dépêches d'agences, l'AFP, Reuters, United Press. Et au moment où l'Algérie était devenue la figure de proue du tiers-monde, Alger était devenue la Mecque des révolutionnaires. Il faut dire, la place Alger, l'Algérie était incontournable, autant dans le monde arabe, autant sur le plan africain. Tout passait par Alger. Tout convergeait sur Alger. Donc, on avait une voix d'Orient qui se levait à partir des rives du Nil, et l'autre d'Alger, c'était celle d'El Moujahid. Et alors là, l'AFP et Reuters reprenaient en disséquant les éditoriaux de Neitmazi. À un moment, l'UNESCO a lancé une opération pour publier tous les 3 mois un journal qui s'appelait Un seul monde. Et ce journal était confectionné par une poignée de journaux dans le monde entier qui donnaient des articles. Et alors, il y avait, en Afrique, il y avait Le Soleil, il y avait en Algérie le Moudjahid, il y avait Le Monde en France, il y avait un journal en Allemagne qui s'appelait Frankfurter Allgemeine. Il y avait Le Pays. Qui y avait encore il y avait un journal polonais aussi. Il y avait le journal yougoslave Borba. Enfin, il y avait une poignée de journaux qui faisaient, chacun amenait des articles et on faisait un journal une fois tous les 3 mois. Et quand l'UNESCO a décidé de ça, ils ont décidé que le Moudjahid serait dans ce comité. Donc ça voulait dire déjà qu'on était considéré comme un des grands journaux du tiers-monde. Je dirigeais à ce moment-là l'international et on avait un supplément Afrique qui paraissait une fois tous les 15 jours. Et puis on traitait du conflit
frontalier qui opposait le Mali au Burkina. Il y avait le capitaine Sankara, Thomas Sankara, qui dirigeait donc le Burkina. Il y avait Moussa Traoré, qui était président du Mali. Il y avait un conflit, même les deux armées sont arrivées à échanger des coups de feu. Il y avait des escarmouches souvent au niveau des frontières. Et bon, l'affaire était portée d'abord au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc on traitait des sujets comme ça, d'actualité. Et ce jour-là, on avait traité entre autres sujets celui de ce conflit. Eh bien, quand le capitaine Sankara avait reçu son jeu de journaux El Moudjahid, il avait apporté des annotations. Ils avaient renvoyé à son ambassadeur à Alger, qui a saisi le docteur Ahmed Talib Ibrahimi, qui était ministre des Affaires étrangères, qui lui a téléphoné à Nourdine Etmazi, lequel m'a demandé de monter aux Affaires étrangères et de voir avec Armtan Lamamara, qui était conseiller spécial d'Ahmed Talib Ibrahimi, qui est actuellement secrétaire général de l'Union africaine, secrétaire adjoint de l'Union africaine. Voilà. Et en marge, Thomas Sankara avait écrit favorable à Moussa Traoré. Donc il fallait gérer aussi des susceptibilités. Et c'est dans ce cadre-là, dans les années 70, que grâce à nous avons obtenu 2 fois le prix du meilleur journal d'information pour le tiers-monde, décerné par l'ONU. Je dois dire que, personnellement, il n'y a jamais eu de pression sur moi en ce qui concerne Et au contraire, je dois dire qu'on se figure quelquefois que tous les matins, le ministre de la Communication, le ministre de l'Information prenait son téléphone et me donnait un coup de fil en me disant « fais ceci, fais cela ». Pas du tout. Ça n'existait pas. On avait des réunions régulières. On était d'accord sur c'est-à-dire on prenait des directives générales, etc. Mais pour le reste, chacun. Moi, mon problème, c'était quelquefois que je manquais de directives, notamment dans les questions internationales. En ce qui concerne les questions de politique internationale, je devais veiller à ce que les positions qui sont reflétées dans le journal soient effectivement les positions du pays. Vous savez, Boumediene ne nommait pas n'importe qui à la tête de l'organe de la Révolution. Et le respect que vouait Boumediene aussi à Etmazi était connu de tous. C'était le porte-parole de la Révolution. Donc il reste une chose, c'est que Nourdine Etmazi, enfin, du moins pour ma génération, c'est lui qui a fait la presse algérienne. Ce que je dirais, si je dois parler de la presse aujourd'hui, la ligne, pour moi, un journal doit avoir une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale des journaux aujourd'hui n'est pas tout à fait claire. Quelquefois, on trouve du blanc et du noir. Alors on me dit, oui, mais c'est pour l'objectivité côte à côte. Non, mais quand même, un journal doit avoir une ligne éditoriale. Il y a, dans les grands principes, un journal a une ligne éditoriale de manière à ne pas risquer de dire une chose et son contraire. Si vous prenez les grands journaux à l'échelle internationale, on sait que tel journal c'est telle ligne, tel journal c'est telle ligne, tel journal une ligne. Or ici, j'ai l'impression que c'est fluctuant la ligne éditoriale quelquefois. Ils s'imposent, ils savent écrire, ils savent réagir aux événements. Il y a une bonne maîtrise de la langue. Et Nourdine Etmazi ne gênait pas pour nous le dire. Hein. Oui, on n'est pas là, c'est mal fait. Ah non, c'est pas comme ça. Ah non. Hein. Ah là, il était impitoyable pour la critique. Ah oui, il ne jetait pas des... Non, il ne jetait pas de fleurs à quelqu'un pour dire « Oui, tu as fait un bon papier ». Non, ça, jamais il le disait. On avait des gens, de grands journalistes, comme Ali Moukdad, qui était magnifique, qui était une des plus grandes plumes. Il est mort il y a 6 ans, 8 ans. Il est l'une des plus grandes plumes qu'a donné l'Algérie. Kamel Belkacem, qui a fini docteur en chef, directeur d'Algérie Actualité. Non, je pense que peu de personnes, peu de journalistes peuvent avoir la même
envergure que Nourdin, non, je ne pense pas qu'il en existe. Multipartisme, il n'y a pas de problème. Premier parti, et c'est normal en Algérie, ça va être les partis islamiques, il n'y a pas de problème. Et je passais à ce moment-là pour un type qui était rétrograde, qui ne voulait pas... mais moi, je me suis toujours dit que laisser parler les gens, c'est pas ça qui me fait changer d'idée. À la nuit des élections en décembre 1991, quand les fils avaient remporté les élections en premier tour, je l'ai appelé vers le coup de 23 heures. J'étais paniqué, hein, je l'avoue. Je sais pas, parce que là, c'était l'Algérie qui allait basculer dans une période qui était inconnue, c'était un saut dans l'inconnu, quoi. Je l'ai appelé comme ça, parce que souvent, quand j'aimais bien le consulter. Je l'ai consulté quand j'ai lancé Liberté, je l'ai consulté à tout moment, je le consulte. Hein. C'était le frère aîné. Je l'ai appelé vers 23 heures, j'ai dit, écoute, tu es au courant? Il me dit, oui, je suis les informations. Je lui ai dit, mais tu as vu la cata qui nous arrive? Le fils a gagné. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a investi pendant des années pour porter l'Algérie en nu, tout ça chute. Parce qu'il y avait une autre idéologie qui va s'installer, qui va balayer tout l'héritage de la révolution. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais Ahmed, c'est ça la vie. Il vaut mieux un parti algérien, aussi extrémiste soit-il, qu'un nouveau colonialisme. C'est-à-dire, après tout, hein, le fils des Algériens, il est prêt à les accepter. Mais il n'est pas prêt à accepter une nouvelle forme de colonialisme. Même si cette nouvelle forme est beaucoup plus proche de nos idées. La période après a été moins intéressante. Et même en 88 déjà, il y a eu pas mal de troubles. Et je me souviens très bien qu'on faisait le journal, mais le soir, quand on sortait du journal pour aller à la maison, on était accompagné par des policiers, des voitures de police, parce que il y avait des troubles toujours, et des gens qui jetaient des pavés, etc. Ça a duré un bon petit moment. J'ai d'ailleurs toujours dans mes archives le laissez-passer que j'ai eu à l'époque. Laissez-passer qui était un laissez-passer pour le couvre-feu, parce qu'on sortait après le couvre-feu. Les choses qui se sont passées récemment là, en Libye ou en Syrie, qui se passent, etc., j'aurais une position qui serait très différente de beaucoup de journaux d'aujourd'hui. Parce que pour moi, je pense qu'il faut toujours chercher l'ennemi principal, et l'ennemi principal, c'est l'impérialisme. C'est pas les choses, les autres, de toute manière. Je vois, et je crois que j'ai raison, puisque je vois maintenant que quand je lis. Hier, dans Internet, je lisais que le nouveau chef, le nouveau maître de la Libye, il dit que le colonialisme était très bien pour la Libye, que le colonialisme italien, il a fait beaucoup de bien de choses. Alors, c'est des choses comme ça, vraiment, c'est pas du tout le genre de choses qu'on trouverait dans mon journal. Il était d'un nationalisme qu'on ne retrouve plus à l'heure actuelle. Il avait cet amour pour son pays. C'est ce qu'il a transmis à ses journalistes. Il m'arrive, moi, souvent de ne pas badiner sur les intérêts du pays. Jamais. Jamais. Je suis prompt à réagir quand il s'agit de toucher à mon pays. Ça, c'est le style Netmezi. C'est-à-dire, il faut voir quand même, c'est clair. Moi, on ne peut pas me faire admettre à moi que une agression étrangère occidentale est là pour garantir la liberté du peuple libyen. C'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Aussi mauvais que Kadhafi puisse avoir été, il sera certainement moins mauvais que les milliers de morts qu'il y a eu maintenant avec les bombardements tous les jours. Et comment on peut accepter de ne pas se rebeller contre une chose comme ça. Et vous savez, l'Égypte, la Tunisie, tout ça c'est bien gentil, mais moi, quand on me parle de révolution, je suis sceptique. Parce que je vois que
vous voyez comment les choses se passent. Aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, ils sont en train de se faire aussi couvre-feu, tout ça, et ainsi de suite. Ils sont en train de faire aussi tabasser que dans les régimes d'avant. Hein. Par contre, non, il faut il faut toujours avoir à l'esprit que l'Occident, c'est l'allié, c'est pas l'allié, c'est plus que l'allié d'Israël. Ben Seder Ben Yahya, il m'a appris le sens de la nuance. Il m'a appris que s'il faut dire fauteuil, ça ne veut pas dire chaise, et chaise ne veut pas dire fauteuil. Il faut choisir le mot exact, etc. Il était très très bien là-dessus, très bien. Taleb aussi était quelqu'un avec lequel on avait des relations très chaudes, très chaleureuses, etc. Voltaire qui a dit « Si vous voulez qu'on dise du bien de vous, il faut en faire. » Et ça, je trouve que c'est justement ce que j'ai essayé de faire moi toute ma vie. Faire du bien pour qu'on dise du bien de moi, et pas du mal, n'est-ce pas? Et puis il y a une autre citation qui est d'un Swift, qui est d'un Anglais qui dit « Si quelqu'un me tient à l'écart, ma consolation, c'est qu'il s'y tient aussi. » Et donc, là aussi, c'est tout à fait dans ma mentalité.